Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de vous accueillir dans ce nouveau webinaire sur les conversations de recherche. Pour mémoire, ces conversations de recherche sont organisées depuis quelques années par l'AFD et plus particulièrement par le département de la recherche pour mettre en valeur des programmes de recherche, des travaux qui ont été financés ou accompagnés par l'AFD. Donc aujourd'hui, nous aurons un webinaire qui portera sur la sécurisation des communs agro-sylvo-pastoraux dans la vallée du fleuve Sénégal et on analysera plus spécifiquement l'accompagnement de 30 ans au développement de politiques publiques pour la sécurisation de ces communs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits détails techniques. Tout d'abord, cette conversation de recherche est enregistrée et d'ailleurs vous pourrez retrouver l'ensemble des enregistrements des conversations de recherche sur le site de l'AFD. Vous êtes sur une plateforme où vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, nous en sommes navrés. Par contre, vous pouvez vous exprimer dans le chat. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Il y a un onglet questions qui est dédié à ça. On vous demande si possible de mettre vos questions plutôt dans l'onglet questions que dans le chat. Et vous avez également la possibilité de voter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes. Et comme je ne me doute pas qu'il y aura énormément de questions, ça nous permettra aussi de sélectionner celles qui vous intéressent le plus. Donc, je me présente, je suis Stéphanie Léronas, je travaille au département de la recherche de l'AFD sur les communs et j'ai le plaisir d'animer cette conversation de recherche avec ma collègue Virginie Barthes, qui est responsable d'équipe projet agriculture et développement rural. Je souhaiterais, avant de démarrer également, remercier mes collègues Sylvie Horry et Delphine Constant-Perrier pour tout l'appui logistique pour l'organisation de ce webinaire. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 intervenants pour ce webinaire. Nous avons d'abord Patrick Daquino, qui est un expert en géographie sociale et en démarche participative au CIRAD. Je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter le CIRAD, mais peut-être de développer l'acronyme, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il a conçu très tôt dans sa carrière une nouvelle approche de modélisation participative qui associe à la fois des connaissances scientifiques et locales, et il a extrapolé depuis cette approche pour avoir également une approche participative de mécanismes de politique publique. Il est aujourd'hui très actif sur le terrain où il fait à la fois de la recherche et de l'action dans plusieurs régions du monde, en Afrique de l'Ouest et en Asie. Il est aujourd'hui basé à Dakar. Nous avons également Sidi Mohamed Sek, qui est géographe et socio-économiste. Merci beaucoup d'être avec nous. Sidi est enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est membre de plusieurs comités, comité technique foncier et développement, le comité scientifique et technique eau agricole, association française Améliorer la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles. Il a une très très longue expérience de recherche et d'expertise sur le développement du milieu rural et pour l'appui institutionnel aux organisations de producteurs et aux collectivités locales. Il a une particularité aujourd'hui, c'est qu'il est également président du conseil d'administration de la SAED. La SAED, on reviendra beaucoup sur cette organisation, qui est la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé. Et enfin, notre troisième intervenant, Mathieu Bosch, qui est agroéconomiste et économiste du développement. Il a rejoint l'AFD en 2017 en tant qu'expert sur les questions foncières et le développement des territoires ruraux d'Afrique subsaharienne et dans les pays du bassin amazonien. Il est un de nos grands référents sur le foncier et la gestion des ressources naturelles à l'AFD. Il a beaucoup suivi le travail qui va vous être présenté et il est actuellement en poste à l'agence AFD de Dakar. Donc on a 3 intervenants de Dakar. Merci beaucoup. Donc avant de commencer à poser les premières questions à nos intervenants,
ce qu'on propose, pour que tout le monde soit bien au fait du sujet que l'on va aborder aujourd'hui, de vous faire un petit cadrage des enjeux de développement dans la vallée du fleuve Sénégal et comment l'AFD se positionne dans cette vallée du fleuve Sénégal. Et pour ça, je vais donner la parole à ma collègue Virginie pour nous présenter ces éléments. Merci. Merci Stéphanie. Donc en quelques minutes, je vais essayer de récapituler quelques enjeux de la vallée du fleuve Sénégal, donc région située aux confins du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Côté sénégalais, après le delta du fleuve Sénégal, la vallée s'étend de Dagana à Bakel. Et donc cette plaine alluviale fertile et aux terres argileux est encadrée par des régions semi-désertiques favorables à l'élevage. Et donc de par cette situation géographique et ses conditions naturelles, la vallée du fleuve a concentré et concentre toujours un grand nombre d'activités agricoles, de pêche, d'élevage. Stratégique pour le développement et la sécurité alimentaire, la région est depuis les années 60 une zone prioritaire d'investissement de l'État sénégalais dans le but de développer l'agriculture irriguée et d'en faire le grenier rizicole du pays. En 1965, les pouvoirs publics créent la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé, donc la SAED, pour aménager la rive gauche du fleuve Sénégal sur une zone qui s'étend sur près de 900 km de long. La contribution de la vallée à la production nationale de riz a évolué, mais aujourd'hui, ce chiffre à environ 40%, sachant que la production nationale couvre à elle seule 60% de la demande. Donc cette région fait aujourd'hui face à des menaces croissantes liées au changement climatique, hausse des températures, précipitations irrégulières, sécheresse, inondations, et j'en passe. Et entre ces enjeux liés au changement climatique, la pression démographique ou encore la superposition d'usage des terres, les défis de la zone sont donc de plus en plus pressants. Et pour réussir à concilier ces différentes activités économiques et la préservation des ressources naturelles, le territoire doit miser sur une gestion et une planification concertée qui prend en compte les besoins et les attentes de l'ensemble de ces acteurs. Donc, dans ce contexte, l'histoire de la vallée et des interventions de l'AFD dans le secteur de l'agriculture est étroitement liée. Cette région constitue également, depuis les années 1970, une des régions privilégiées de concentration des projets de développement agricole et rural soutenus par l'AFD. Et au fil des années, ces interventions ont évolué pour dépasser la seule réalisation d'infrastructures hydro-agricoles et embrasser des enjeux beaucoup plus larges d'évolution institutionnelle ou de réorganisation de la SAED, de sécurisation foncière, de mise en valeur agricole, de structuration, de professionnalisation des filières agricoles et des acteurs socio-économiques qui interviennent dans cette vallée. Elles ont également dépassé le cadre strict de l'agriculture irriguée pour privilégier une approche territoriale intégrée. Donc la vallée du fleuve est devenue une sorte de laboratoire au Sénégal d'innovation institutionnelle, organisationnelle, technique, apportée au travers de ces différents projets et pour répondre aux défis évoqués précédemment. Voilà, innovation que vont évoquer les différents intervenants aujourd'hui et sur laquelle est revenu ce travail de recherche confié au CIRAD. Je m'en arrête là, Stéphanie, je te relaisse la parole. Merci beaucoup Virginie. Et pour compléter ce cadrage général, moi je vais juste vous redonner quelques éléments sur comment ce travail a aussi émergé et pourquoi on a tout ce travail sur les communs de la terre. En fait, le travail sur les communs de la terre est porté depuis 2015 par le Comité technique foncier et développement. C'est une réflexion qui avait été animée par le CIRAD initialement et donc pilotée par Sigrid Aubert, François Bousquet et Martine Antonin. Et tout ce travail dès 2015 a permis de démontrer que l'approche par les communs de la terre et des ressources naturelles, on reviendra sur ces notions, vous inquiétez pas, constitue une vraie grille de lecture qui est tout à fait porteuse de compréhension de dynamique sociale dans beaucoup de situations rurales. C'est un travail qui a permis de faire émerger 6 grands principes d'accompagnement des communs. Et à partir de ce travail, il y a beaucoup de choses qui ont été produites.
Il y a d'abord un travail d'élaboration d'un guide opérationnel, parce qu'il y avait tout un enjeu d'opérationnaliser cette approche par les communs, qui a été travaillé par le CIRAD et l'AFD pour voir comment on peut traduire concrètement ces principes dans le cycle des programmes de développement qui sont financés par l'AFD. Il y a également eu des publications d'entretiens longs, il y a eu des notes de synthèse, etc., à la fois sur l'approche par les communs, mais également sur l'accompagnement des communs au Sénégal. Donc, je vais vous mettre toutes les ressources en ligne pour que vous puissiez vous y référer si vous le souhaitez. Donc, tout le travail qui va vous être présenté aujourd'hui s'inscrivait dans la continuité de ces travaux sur les communs de la Terre du CTFD, et elle s'inscrivait aussi sur une autre préoccupation que le département de la recherche à l'AFD avait, qui était de comment est-ce qu'on peut lier les travaux de recherche avec du dialogue de politique publique, puisque on s'est très vite rendu compte que c'est un lien qui n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas parce qu'on va faire une restitution de travaux de recherche qu'il va y avoir une appropriation de ces résultats par les acteurs publics. Donc, il y avait cette ambition d'appuyer des projets de dialogue de politique publique qui soient informés par la recherche. Et ce travail mené par le CIRAD et toute l'équipe s'inscrit dans cette préoccupation-là. Alors maintenant, très rapidement, donc vous l'avez compris par le titre de ce webinaire, l'objet du travail qui a été mené visait à capitaliser sur l'expérience de 30 ans d'appui au développement des territoires ruraux dans la vallée du fleuve Sénégal. Vous verrez que alors aujourd'hui on a 3 personnes autour de la table. L'équipe était constituée d'un chercheur du CIRAD, donc Patrick, d'un chercheur et expert sénégalais, donc Sidi, qui a pu observer ça sur la durée, et il y avait également dans l'équipe un ancien agent de l'AFD, Vatché Papazian, qui était vraiment la mémoire de la stratégie et de l'action de l'AFD dans la vallée. Donc c'est vraiment cette complémentarité entre les 3 regards qui a permis d'avoir un travail très original. Et ce que vous verrez également, c'est qu'ils ont développé une méthodologie qui est très originale et qui va nous être présentée pour justement réussir à lier recherche et dialogue de politique publique. Voilà, alors j'en en a terminé avec l'introduction qui était un peu longue, mais on souhaitait vraiment vous resituer ces travaux, et donc on va pouvoir faire intervenir nos 3 intervenants, et la manière dont on va procéder, c'est qu'on va poser des questions successivement aux uns et aux autres en essayant d'instaurer autant que possible un dialogue. Donc, je vais commencer par Patrick d'Aquino. Donc, pour une première question, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous partager les défis auxquels vous avez été confrontés dans ce travail de capitalisation et donc cette fameuse méthodologie que vous avez retenue? Merci. Oui, merci. Ben, effectivement, nous avons pris une orientation un peu risquée au départ. Donc, le premier défi, il était méthodologique, vous avez commencé à en parler, mais avant même le choix méthodo, c'est un point de vue sur 30 années qui se sont écoulées, c'est forcément subjectif, d'autant plus que cela concerne ici des dynamiques territoriales complexes, l'évolution de multiples institutions, des politiques publiques aussi qui ont évolué, etc. Et sur des sujets tels que l'accompagnement au développement, alors s'il n'y a pas de subjectivité sur la façon de le juger là-dessus, les relations entre les paysans et les institutions, la décentralisation, ce qui renforce cette subjectivité potentielle. Donc, on va dire qu'il est impossible d'éviter cette subjectivité sur un tel sujet, et que cela constituait le plus grand défi méthodologique, on va dire, au départ. Et donc, c'est sur ça, essentiellement, qu'on s'est concentré dans la construction de l'intervention, c'est comment essayer de cadrer et de limiter au mieux cette subjectivité. Donc, vous l'avez dit, le premier choix, c'était de réunir dans l'étude des experts au point de vue différents, mais qui étaient cependant capables de dialoguer entre eux, ce qui est important aussi, même si ça a été parfois un peu tendu. Voilà. Donc ça, c'était le premier objectif. La première réponse, c'est diversifier les points de vue. Bon, je ne vais pas représenter les 3 personnes, vous en avez parlé. On a quand même Vatché Papazian, qui est la mémoire de l'intervention de la coopération au-delà même de l'AFD dans la vallée. Sidi Mohamed Seck, qui a été dans toutes les institutions de la vallée. Il a été chercheur, expert à l'université, à l'OMVS. Enfin, bon, il a une carrière dans la vallée qui date dans les années 70, si je ne me trompe pas.
donc une mémoire locale et intellectuelle sur la vallée. Bon, et moi-même qui avait beaucoup moins d'expérience que de la vallée, qui pouvait peut-être être celui qui avait un peu plus le regard parfois un peu hors de la piscine. Mais quelle que soit cette combinaison initiale d'experts au point de vue différent, l'analyse finale entre 3 experts, ça va être plus ou moins un consensus, une analyse qui se construit collectivement et donc une position particulière parmi tant d'autres qu'on pourrait avoir sur la question. Voilà, donc pour quelqu'un comme moi qui est d'une équipe de recherche qui proclame préserver la diversité dans les points de vue tout au long des méthodologies d'analyse collective, vous en avez parlé au début, ça paraissait encore un peu limite, quoi. Donc, on a réfléchi, on vous a proposé à l'AFD une démarche que vous avez acceptée d'ailleurs, et qui n'était pas évidente, qui était assez originale et dont la mise en œuvre pratique était un sacré défi et s'est révélé un sacré défi. C'était que plutôt que de faire une analyse à dire d'experts, même si ces experts étaient au pluriel, on a proposé de recueillir le point de vue d'un maximum d'acteurs différents de cette histoire sur ces 30 années et sous une forme non digérée par l'expertise, c'est-à-dire des entretiens filmés. Voilà. Alors, c'est un sacré défi. On a réussi à réaliser 103 entretiens filmés, certains de 20 minutes, d'autres allant jusqu'à 1h30, 2 heures, qui touchaient autant des villageois à aller chercher dans la haute vallée du Sénégal que d'anciens ministres ou d'autres décideurs où c'est peut-être aussi difficile, voire plus, d'avoir un rendez-vous, même s'ils ne sont pas au fin fond de la brousse, quoi. Donc, c'est un sacré défi opérationnel sur lequel les 3 experts se sont investis lourdement en termes de logistique, comme l'obtention de rendez-vous. Bon, c'est pas un résultat scientifique, mais voilà, c'était quand même un sacré défi. Le second défi, c'est que c'est bien joli de rassembler un matériau aussi riche et varié, mais comment le restituer et comment le valoriser? Bon, évidemment, la première réponse qui venait à l'esprit, c'était de mettre toutes ces interviews à disposition du public en ligne. Et il s'est avéré que techniquement, c'est quasiment impossible. Il y a trop de mémoire nécessaire à stocker. Et d'après des spécialistes, de toute façon, personne ne prendrait le temps de visionner autant de longues vidéos. Bon, c'est toujours à creuser. Peut-être qu'on va trouver une solution pour faire une sorte de bibliothèque en ligne. Et la seconde réponse qui est venue, du coup, ça a été de monter des vidéos plus courtes en rassemblant des extraits d'interviews et en les regroupant par grandes thématiques, c'est ce que nous avons fait. Et je vous parlerai tout à l'heure de ces différentes thématiques. Mais là aussi, regrouper, sélectionner des extraits, c'est perdre une énorme richesse et aussi avec une certaine subjectivité qui nous gênait toujours. Donc, nous avons essayé d'atténuer ça en revenant à la première idée, c'est-à-dire à mettre en ligne directement des interviews. Bon, impossible techniquement de mettre 103 interviews en ligne, mais nous pouvions au moins sélectionner celles qui étaient le plus représentatives de cette diversité de points de vue et de profils, depuis des villageois jusqu'à des anciens ministres, qu'on a appelés les grands témoins et qui sont donc en ligne depuis quelques semaines. Voilà. Et je veux le dire, le défi n'était justement pas résolu pour autant, parce que même si c'était des vidéos thématiques plus légères et une dizaine de vidéos de grands témoins, c'était pas facile de trouver un hébergeur pour ce site-là. Les sites institutionnels ne sont pas prévus pour ça. Et c'est un défi très pratique et bassement pratique, mais qui nous a pris presque 2 ans. Et nous sommes soulagés aujourd'hui, depuis quelques semaines, d'avoir réussi, grâce au CTFD, à pouvoir les mettre à disposition du public. Donc, le premier défi méthodologique, au départ, en a entraîné beaucoup d'autres. Le second défi, c'est... Voilà, aujourd'hui, le titre de l'intervention, il met l'accent sur les communs et l'accompagnement, c'est le sujet. Mais nous avons eu un second défi qui est apparu, c'est que rassembler autant d'interviews, mobiliser autant de gens, créer autant d'interactions, ça a créé beaucoup plus d'attentes que celle des commanditaires du départ. Et ça s'est diversifié. Et d'autres angles d'analyse, énormément d'angles d'analyse d'ailleurs, sont possibles à partir de ces 103 interviews qui étaient très ouvertes, qui n'étaient pas du tout question-réponse, quoi. Donc, au hasard, même pas au hasard, mais disons les grands axes qui sont apparus comme étant presque le sujet de ces interviews autant que les communs, c'est comment l'enjeu de la gestion territoriale décentralisée s'est peu à peu diffusé dans la vallée, quelles évolutions marquantes des institutions et de leurs relations entre elles sur ces 30 années expliquent au moins en partie ces évolutions positives ou qu'elles soient positives ou négatives qui sont repérées dans ces interviews. Quid des modes d'intervention de la coopération sur cette période, AFD et au-delà. 30 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions et de changements dans les façons d'intervenir et dans les priorités de l'intervention.
Un focus, vous en avez parlé un peu, Stéphanie, sur la place de la Saïd, la place de la Seine, cette vallée est incontournable. Donc, focus sur ces 30 dernières années de Saïd et sur ces questionnements dont je viens de dire, quelle était la place et l'évolution de la Saïd. Et évidemment, impact de ce qui s'est passé dans la vallée sur les politiques publiques du pays. Donc ça fait des angles d'attaque tellement différents qu'il a fallu faire réunir, rassembler sur des vidéos, des extraits de vidéos qui essaient de répondre à chacune de ces questions, afin d'entamer la réponse à chacune de ces questions. Donc les vidéos thématiques essaient de donner des éléments sur ces différentes questions, et surtout l'accès aux entretiens des grands témoins qui a été choisi pour être diversifié, est un matériau plus brut, mais accessible aux plus courageux pour se faire leurs propres idées, leurs propres analyses. C'était quelque chose d'important pour nous. Voilà. Voilà les défis les plus importants sur lesquels on s'est retrouvés. Merci beaucoup, Patrick. Donc, on vous a mis dans le fil du chat le lien pour aller sur la plateforme où vous retrouverez justement l'ensemble de ces vidéos. On remercie encore le CTFD d'avoir pu héberger toutes ces vidéos. Justement, on va passer à un autre temps de la discussion et on va visionner un montage de ces vidéos, alors qui est imparfait parce que on a essayé de vous donner une bonne représentation de ce qui se fait. Donc ça fait un peu patchwork, mais ça vous permettra de voir comment le travail a été effectué et le rendu. Donc on en Donc, à son avis, la façon dont on peut comprendre le droit foncier qui est aujourd'hui attesté par un papier de délibération, ça ne fait que renforcer leur droit foncier coutumier qui était là. Parce que pour lui, même si aujourd'hui on arrive à travers les communes à avoir une délibération qui atteste que cette terre appartient, ils font de telle sorte que cette appartenance collective va rester. Parce que chacun ne va pas aller à la commune pour avoir un extrait de délibération qui est individuel. Mais si on sécurise ce droit foncier traditionnel, on le fait à l'échelle de tout le lignage ou bien de toute la famille en remontant depuis les grands-pères et les arrière-grands-pères. En fait, pour lui, l'utilité des terres là, ça va au-delà même de la production agricole, de ces produits qu'on tire de ces terres, ou de la paille que l'éleveur peut utiliser de ces terres. La fonction de ces terres dépasse toutes ces initiatives ou toutes ces fonctions productives. Ça remonte des générations à des générations. Parce qu'aujourd'hui, quand on te dit que toi, qui es propriétaire ou ton lignage est propriétaire de tel espace, ça te donne de la fierté. Ça quand même te donne une fonction par rapport à d'autres communautés. Donc pour lui, actuellement, leurs objectifs, eux, en tant que les utilisateurs ou les usagers présents de ces terres-là, leurs objectifs dépassent le fait qu'ils arrivent à pouvoir tirer des produits qu'ils mangent ou qu'ils valorisent, mais c'est le fait de veiller sur ces terres-là, c'est le fait d'avoir ce droit foncier sur ces terres-là jusqu'à avoir la capacité de les transmettre à d'autres générations qui vont venir ou à d'autres personnes qui vont venir dans l'avenir. Moi, je dirais qu'il y a un tas de conditions favorables, ou en tout cas de conditions qui sont réunies au Sénégal pour qu'on puisse parler de communs. À partir du moment où on n'approche pas les communs comme étant un triptyque entre une ressource, une communauté et des règles, mais qu'on approche les communs à partir d'un mode de régulation, d'un mode de gestion au sens de régulation des rapports sociaux au travers des ressources et au travers de l'accès à des ressources en fait, et qu'à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui sont concordantes avec l'approche d'Elinor Ostrom, mais même plus généralement qui sont concordantes avec des modes d'organisation qui finalement ne gèrent pas tant la ressource que les relations sociales et la communauté elle-même, au travers de l'organisation de la pérennité de l'accès à la ressource ou au système de ressources. Système de ressources enchâssé avec la communauté, préférence pour le futur. Je dirais qu'il y a une conscientisation de ces dépendances et de ces interdépendances qui est toujours dite. On dépend des autres,
alors en particulier dans tout ce qui est les pratiques pastorales, mais même dans l'enchevêtrement des différentes pratiques sur les parcelles, il y a quand même cette reconnaissance de l'interdépendance. Après, il y a un autre truc qui est pas courant dans les communs, hein. C'est le devoir d'inclure avant le droit d'exclure. Ça, c'est pas dans tous les communs. Je pense que c'est une des grandes forces de ce qui est décrit dans cette vallée du Sénégal, pour dire qu'en plus d'avoir un commun, on a un commun qui qui prend en compte un tas de réflexions sur la justice sociale. Et ça, c'est pas forcé en fait. Donc là, je trouve que c'est une grande force d'avoir cette base éthique. Donc en fait, on a en même temps une organisation sociale entremêlée avec des ressources, mais qui prend en compte à la fois une dimension éthique vis-à-vis de la terre elle-même et vis-à-vis des générations présentes actuellement, quelles qu'elles soient, et des générations futures. Donc il y a une reconnaissance quelque part d'une responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de la communauté incluant la terre elle-même et incluant les générations futures. Donc, et elle inclut aussi des diasporas. Le rôle de la diaspora est super intéressant à regarder en particulier. Donc finalement, c'est pas une communauté comme on nous dit souvent, tu vois, les communs, c'est une communauté locale ancrée. Bah là, et c'est la démonstration qu'en fait, il y a une sorte de translocalisme, c'est que la communauté qui est concernée, elle est vachement plus large. La loi sur le domaine national, donc 4 ans après l'indépendance, il fallait donner à l'État les moyens d'utiliser la terre dans ses politiques de développement. Et on était dans un contexte où on avait une dualité avec le régime colonial introduisant l'immatriculation et la propriété privée, mais qui, au demeurant, ne s'est pas très étendu au Sénégal, concernait principalement les villes et certaines escales. Ce contexte était marqué également par une prédominance du droit coutumier. L'accès à ces terres était médiatisé par un ensemble de mécanismes, un système d'accès à la terre pour les couches qui n'en avaient pas. L'objectif également de la loi sur le domaine national, c'était également de mettre fin à cette situation. Ce qui fait qu'en 1964, la loi dit clairement toutes les terres qui ne sont pas placées dans le domaine public ou privé de l'État étaient reversées dans le domaine national. Et dans la loi de 64, il est dit que les terres du domaine national vont être affectées aux communautés rurales. Et ces communautés rurales vont être créées en 1972. Lorsqu'on dit qu'on affecte la terre aux membres de la communauté rurale, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de faire de sorte que le développement de ces terroirs communautaires soit d'abord ou principalement le fait de ces populations locales. Le deuxième élément, c'est que ces populations-là, travaillant dans le terroir, ceci pourrait constituer un frein à l'exode rural. Donc, comme Senghor ne voulait pas non plus chambouler le système foncier traditionnel, mais ne voulait pas le maintenir, il y a eu cette disposition qui consiste à dire ceux qui les exploitaient continuent à les exploiter et qu'on affecte les terres aux ressortissants de la communauté rurale. Mais on se rend compte qu'à la tête des communautés rurales, on retrouve les membres de ces grandes familles. Parce que les relations sociales qui sont tissées dans le passé entre les détenteurs de cette terre-là et ceux qui exploitaient ces terres sans en être titulaires, mais via les mécanismes sociaux, fonciers ou économiques qui ont été mis en place, se retrouvaient quelque peu redevables. Donc, ils devenaient un petit peu leur client politique si on passe de ce système traditionnel à un système plus moderne. Alors, dans les dispositions de la loi sur le domaine national, il y a un article, l'article 15 si je me rappelle, qui dit que ceux qui exploitaient les terres du domaine national à la date d'entrée en vigueur de la loi continueront à les exploiter. Cette disposition de la loi sur le domaine national a créé
malgré un chamboulement très, très important par rapport au système traditionnel, a fait de sorte qu'on a l'impression que rien n'avait changé et ça a contribué à un climat de paix sociale parce que les gens pensaient que les choses n'avaient pas changé. Ce qui en réalité n'est pas le cas parce que même s'ils continuaient à les exploiter, il est sous-entendu qu'ils les exploitaient dans les conditions d'une affectation. Ça veut dire que ce droit de continuer à exploiter les terres ne relève pas de leur héritage traditionnel ou des legs de leurs ancêtres, mais en fait de l'acceptation de la collectivité locale de les laisser dans ces conditions. Il y a une résilience du système ancien par rapport à la politique publique. Parce que la politique publique, si on la suit complètement, tous les droits traditionnels sont abolis. Ou tu as un droit d'usage, ou tu n'existais pas. Mais on se rend compte que dans la vallée, on a une très grande résilience de ce système ancien qui maintient des pratiques de commun, parce que ce qui régule l'utilisation des ressources dans ce commun-là, ou les règles qui président, ne sont pas celles de la législation foncière. Voilà, merci. Donc, vous avez eu un aperçu du travail qui a été effectué. Encore une fois, là, c'est un patchwork. Hein, donc, chaque vidéo est de très grande qualité quand vous irez sur le site. Avant de donner la parole à Sidi Mohamed Seck, je vous rappelle pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre que vous n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Nos intervenants seront ravis de pouvoir répondre. Vous avez un onglet questions pour le faire et chacun peut voter pour les questions qui lui paraissent les plus pertinentes. Voilà, merci beaucoup. Donc je vais donner la parole à Sidi, que vous avez déjà beaucoup vu en vidéo. Là, vous allez pouvoir l'entendre en direct. Sidi, peut-être pour que tout le monde comprenne bien les communs de la terre, très rapidement finalement, comment vous les communs de la terre au Sénégal, comment vous les définiriez et comment les acteurs en parlent au Sénégal et en quoi ils sont originaux. Sidi, il faut mettre votre micro. Merci. À travers les vidéos que nous avons présentées, je définirai les communs de la terre tels que perçus par les acteurs comme étant une propriété collective, inaliénable et individuelle de la terre qui remonte au XVIIe, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, 1776, dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce sont des terres qui sont détenues collectivement par un lignage via le droit de la hache ou le droit du feu et qui est géré par le doyen. Ils tiennent beaucoup à cela et cette propriété foncière-là, traditionnelle, dépasse la fonction productive de la terre et les renseigne sur la position sociale des détenteurs et sur le pouvoir. Et avec la réforme foncière, avec la loi sur le domaine national qui supprime cela, on se rend compte avec le premier intervenant que eux, leur souci est de maintenir ce droit collectif de la propriété lignagère et ils interprètent et ils se battent pour que les affectations foncières ne soient pas individualisées dans certains cas, mais soient faites au nom de la collectivité. Donc, je retiens également un élément important sur le foncier, sur les communs de la terre, c'est le droit d'inclure avant celui d'exclure. Ça veut dire que ceux qui détiennent la terre ont mis en place des mécanismes qui permettent aux non-possédants d'accéder à la terre. Ça peut être une location, ça peut être une location courte durée ou longue durée, etc. Mais attention, avec la loi sur le domaine national, ces pratiques sont en train de disparaître parce que si vous donnez votre terre à quelqu'un qui la met en valeur, au bout de quelque temps, il peut s'adresser à l'administration et dire c'est moi qui la mets en valeur et donc il faut faire une délibération à mon nom. Ça, c'est les espaces qui sont vraiment dans la vallée alluviale où le droit foncier est très strict. Sur les terres marginales qu'on appelle les guéris, qui sont surtout pastorales en grande partie ou aux cultures pluriales, l'enjeu foncier est moins important, moins aigu, dans la mesure où l'aléa pluviométrique fait que les possibilités de mise en valeur ou d'exploitation sont très variables, contrairement à la vallée alluviale,
qui est inondée régulièrement par les crues jusqu'à la mise en place des barrages en 86 pour le barrage de Diamant et en 89 pour le barrage de Manantali qui les régule. Donc, malgré la loi sur le domaine national, il y a cet attachement-là et la vallée du fleuve Sénégal est dans la vallée, cette question est très sensible et toutes les réformes qui sont envisagées et qui n'ont pas eu de succès ont achoppé sur cette question-là et les populations s'arc-boutent sur ce droit foncier traditionnel, encore une fois, qui est synonyme, qui renseigne sur le statut social et le pouvoir que détiennent les populations, ce qu'on comprend aisément puisqu'on est dans un monde rural où l'agriculture et l'élevage constituent la base de ressources et la base économique la plus importante pour les populations. Alors, comment ils en parlent aujourd'hui, comme ils en parlaient hier, hein, parce que vous avez entendu, ils parlent garder la terre pour que les descendants puissent en profiter. Je crois que c'est le même discours qui se poursuit aujourd'hui, même au niveau de certains membres de la société civile qui sont très engagés dans le combat pour le foncier. En arrière-plan, certains appartiennent à ces familles-là et défendent un petit peu ce principe avec souvent l'appui des émigrés lorsqu'il s'agit de mettre en valeur ces terres familiales. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sidi. On a déjà des questions qui se posent. Alors, peut-être, je vais en relayer déjà une pour vous, Sidi, avant de repasser la parole à Patrick. Dans quelle mesure on peut prendre en compte le caractère transfrontalier des communs? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez du côté dans les communs sur les communs dont vous parlez? Ah, oui, ça c'est une question intéressante. J'avais fait un papier il y a quelques années sur les cultivateurs transfrontaliers et je signale il y a un travail extrêmement important qui avait été fait par les collègues qui a recensé sur les deux rives du Sénégal toutes les cuvettes et les familles propriétaires. Donc, beaucoup de terres sur la rive droite en Mauritanie ont été défrichées par des populations qui étaient au niveau du Sénégal. Et donc, le fleuve n'a jamais été une frontière entre ces communautés-là. Et ils allaient pendant la période des crues, après la décrue, s'installer en Mauritanie, exploiter ces terres. Donc, le patrimoine foncier, on trouvait des patrimoines fonciers familiaux qui étaient transfrontaliers, une partie étant sur la rive droite, l'autre étant sur la rive gauche. Et dans la progression de la colonisation sous Faidherbe vers la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de familles qui ont fui la rive gauche et qui sont installées sur la rive droite en Mauritanie pour fuir l'impôt. Hein, et après la pacification, ils sont revenus au Sénégal tout en gardant la propriété foncière sur ces terres-là. C'est en 89 avec les événements de Mauritanie et la prise en Mauritanie de l'ordonnance domaniale et foncière, on a eu un épaississement de la frontière qui fait qu'elle est devenue réellement du fleuve, un épaississement du fleuve qui est devenu réellement une frontière. Et là, les Mauritaniens ont remis en cause le droit foncier traditionnel des populations sur le rive. Et donc, on a une sorte, disons, nationalisation, c'est pas le mot, mais en disant, halte là, ici, on est en Mauritanie, les terres relèvent de la Mauritanie. Et ça a été un des problèmes très importants lors du conflit sénégalo-mauritanien. Et aujourd'hui, on peut dire que les Sénégalais qui avaient leurs terres de l'autre côté l'ont perdu. Très bien, merci Sidi. Encore une petite dernière question pour bien comprendre les communs et de quoi on parle. Il y a une question dans le chat. Dans quelle mesure ces communs prennent en compte les ambitions pastorales et sylvicoles au-delà du côté agricole? Pour ce qui concerne le pastoralisme, il faut distinguer deux situations. La situation dans la vallée alluviale et la situation sur les terres bordières. Sur les terres bordières, nous avons des terres de culture pluviale, mais nous avons de vastes espaces pastoraux qui sont exploités par les populations transhumantes ou nomades, mais selon des règles qui sont établies avec des modalités d'accès au mar lorsqu'on est dans ces terres-là ou d'accès au fleuve
il y a des noms, le Toufndé, ça veut dire là où le bétail s'abreuve. Donc, il y a une prise en compte du pastoralisme dans ces zones-là. Le problème qui se pose, c'est qu'on a l'accroissement démographique d'une part, aussi bien au niveau humain qu'au niveau du cheptel, accroît la pression sur les ressources et remet en cause un petit peu ces équilibres. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a des projets qui travaillent sur les UP, les unités pastorales, pour essayer d'organiser un petit peu cela. Dans la vallée alluviale, après les cultures de décrue, la récolte à partir de février-mars, les terres qui ont été récoltées deviennent des pâturages de décrue auxquelles accède sans aucune difficulté le bétail. Là, les problèmes contemporains qu'on a, c'est lorsque ces cuvettes sont aménagées en périmètre irrigué, ça crée de nouveaux problèmes pour l'accès, parce que le piétinement du bétail détruit toutes les infrastructures. Et c'est là où les PAOS qui sont apparus plus tard essayent d'apporter des solutions. Super, merci beaucoup Sidi. Alors on a dans le chat énormément de questions sur l'articulation entre ces communs et le droit positif. Donc je vais me tourner plutôt vers Patrick, et avant d'aborder vraiment frontalement cette question-là, quels ont été les éléments du processus d'accompagnement des politiques publiques qui vous ont permis de sécuriser les communs? Quels sont les outils que vous avez mis en place? Comment vous y êtes pris avec les politiques pour cette sécurisation? Merci. C'est à moi que tu parles là ou? Oui. Oui, c'est à toi. D'accord. Ok. Bon, d'abord, justement pour parler de ces outils, il faut on en a beaucoup parlé avec Monsieur Sec, mais les outils ne peuvent être construits que pour répondre à un contexte existant. Donc, l'accompagnement, on va dire, l'accompagnement qui a été mis en place, les outils, sur ces 30 dernières années, se sont appuyés sur ce qui existait. Donc, je répète, le premier élément clé, c'est surtout quand la question qui est derrière la vôtre, c'est qu'est-ce qui peut être transposable, utilisable ou utile ailleurs? Ben, le premier élément clé, c'est quand même, on l'a bien dit, c'est que ces communs existaient. Ils font partie de la société sénégalaise et au-delà sahélienne. Donc, avant même que le terme de commun soit inventé d'ailleurs. Donc, l'objectif, c'était pas de créer ou de faire émerger ou même d'accompagner des communs. Il suffisait en premier lieu de les respecter et de les reconnaître. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on parlait dans les questions sur le droit positif, Monsieur Seg l'a bien expliqué, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, hein. Senghor, il a eu l'habileté dans sa loi foncière, de ne pas faire table rase de la situation, même s'il voulait la faire évoluer, mais de la tolérer. Et du coup, ces communs ont été tolérés dans ce qu'on peut appeler le droit positif qui s'est mis en place à l'indépendance. Ça, c'est le second élément clé sur lequel on a pu s'appuyer pour accompagner aujourd'hui les communs. Le troisième élément important, c'est que la résilience de ces systèmes jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même, et c'est qu'on a un peu parlé, c'est qu'ils sont sur des terres qui ont eu un désintérêt pendant longtemps pour les politiques de développement capitalistes, pour ces terres rurales, sur lesquelles ces systèmes s'étaient développés, y compris pour les investisseurs. Ce n'est qu'avec la montée en valeur de la terre agricole à la fin des années 80 qu'une menace plus sérieuse a apparu et s'est accrue jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ils ont aussi été en dehors des pressions, quoi. Ils existaient donc, Senghor les a tolérés et ils n'ont pas été pendant longtemps sous le feu des projecteurs. Ça, c'est les trois premiers éléments sur lesquels on a pu s'appuyer à partir de ces 30 dernières années. Enfin, le quatrième élément essentiel qui a été abordé, mais je veux quand même le souligner, c'est la valeur sociétale de cette organisation pour les populations locales. Ce qu'on appelle commun avec les termes d'aujourd'hui, on n'a pas employé le mot jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est un contrat, c'est un véritable contrat social qui lie les populations. Et pas simplement pour l'exploitation de la terre. Quand on parle du droit d'inclure par rapport au droit d'exclure, ce n'est pas faire référence seulement au droit de louer une terre. Ça fait référence au fait que quand quelqu'un arrive, on a comme devoir de l'inclure, de lui permettre de vivre avant de l'exclure, avant le droit d'exclure, c'est-à-dire le droit de reconnaître qu'il n'est pas chez lui. Et ça, c'est un contrat social on le voit dans les interviews, qui était très fondamentalement ancré. Et un contrat social, ça se casse pas facilement, même avec un droit positif. Donc, sa résistance, sa résilience sont très importantes par rapport à tous ces éléments. Et c'est ce contexte-là dans lequel l'élément clé de l'accompagnement des communs a été réfléchi, quoi. Voilà.
Donc, pourquoi accompagnement? Je viens de dire qu'on n'en avait pas besoin. Ben voilà, l'accompagnement est devenu nécessaire, si on regarde sur ces 30 dernières années, à partir du moment où les politiques publiques comme les investisseurs ont commencé à trouver intérêt à s'engager dans l'exploitation de ces terres gérées par ces systèmes en commun. Alors, sur la zone irriguée, aujourd'hui irriguée, dont Sec a parlé, ça a commencé bien avant, quoi. Bon, l'accompagnement est aussi devenu nécessaire peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution peut-être interne à la société qui sera confirmée vers plus d'individualisme dans l'exploitation des terres et qui fragilise aussi ce contrat social existant. Tous les interviews en parlent et vous pourrez regarder ça là-dessus, quoi. Alors, l'accompagnement, finalement, l'enjeu, c'était surtout de tenter de sécuriser ces communs face à ces menaces. Donc, pas de les faire émerger. Mais attention, quand on dit sécuriser, ça voulait surtout pas dire, absolument pas être compris comme une tentative de figer ou de fixer ces systèmes dont il est question selon une approche qui pourrait être vue traditionnaliste ou romantique qu'on imagine parfois quand on parle d'appui au commun. En effet, si le contrat social sur lequel ces communs sont bâtis évolue très peu dans le temps, comme tout contrat social, même s'il est un peu fragilisé aujourd'hui, les organisations collectives, les régulations pour le mettre en œuvre, les arrangements, ils évoluent constamment. Dans l'espace, à une période donnée, moi, dans la vallée, dans le Ferlo, on voit que d'une commune à l'autre, d'un terroir à l'autre, il y a des différences dans les règles. Donc, c'est très évolutif et évidemment dans le temps pour s'adapter aux évolutions du contexte. Sinon, ils n'auraient pas survécu jusqu'à aujourd'hui s'ils étaient figés dans le système des années 1700. Donc, l'objectif, c'est pas de fixer les règles ou fixer leur organisation collective. L'accompagnement, l'enjeu clé, c'est comment les laisser évoluer, s'adapter par eux-mêmes, qui seront sûrement des adaptations plus efficaces que celles que l'on peut imaginer, tout en sécurisant leur existence, mais en les laissant évoluer. Voilà le grand enjeu depuis 30 ans dans la vallée, tel qu'il s'est posé aux acteurs qui sont intervenus dans l'accompagnement. Alors, les éléments clés, méthodologiquement ou techniquement, qui en sont déroulés. Bon, le premier élément, c'est dans les années 90, donc au début, lorsque cela est devenu nécessaire, donc par rapport au contexte, faire reconnaître dans les mécanismes des politiques publiques l'existence d'espaces utilisés en commun, silvo-pastoraux, sur lesquels, dans les mécanismes de politique publique, il était reconnu que ces espaces-là existaient et avaient une validité dans les politiques publiques. Bon, au Sénégal, les institutions locales ont créé ce qui est aujourd'hui fameux au Sénégal, qu'on a appelé le POS, et qui évidemment n'a rien à voir avec l'image qu'on peut avoir d'un POS avec l'approche française. Et le POS, ce n'était rien de plus que un mécanisme, un outil permettant la reconnaissance dans les politiques publiques des règles locales de gestion du territoire. Donc, de ce qui existait sur le terrain, donc particulièrement de ces règles collectives, et de les faire reconnaître dans les politiques publiques, dans un zonage, avec une reconnaissance, cependant, on parle de commun, une reconnaissance implicite. Ce n'était qu'un premier pas, c'est-à-dire il n'y a pas dans les POS zone en commun ou zone de commun. Il y a des zones agro-silvo-pastorales, des zones silvo-pastorales, des zones pastorales, mais implicitement un zonage qui reconnaît une utilisation sans un foncier approprié individuellement de ces espaces et avec des gestions en commun, avec dans ce zonage des commissions de zone qui réunissent tous les acteurs. Donc, il n'y a rien d'original dans les conventions locales qui sont dans ce POS. Ce qui était, entre guillemets, original, c'est que ce soit un mécanisme de politique publique. C'est-à-dire que c'était sécurisé au niveau de l'État. Puis, à partir de ce premier mécanisme qui date de la fin des années 90 et qu'il s'est répandu, que les institutions ont répandu dans la vallée, donc je pense qu'on peut mettre la carte de où il y a des POS aujourd'hui dans le chat, il y a eu un enrichissement progressif de ce premier mécanisme par d'autres mécanismes pour s'engager de plus en plus dans la précision et dans la sécurisation de quelque chose de flou et qu'il fallait rester flou, c'est-à-dire la façon dont ces populations ont leur interaction avec la terre, ce qu'on appelle le foncier avec nos termes à nous, la façon dont ils le régulent, etc. Donc, il y a tout un tas d'outils. Vous verrez, on mettra les fiches techniques qui sont sur le CTFD en annexe. Il y a eu ce qu'on appelle surtout sur les modalités de gestion foncière, un système d'information foncier qui est évolutif, qui s'améliore. Et derrière ce système d'information foncier, l'enjeu, c'est comment faire reconnaître dans le droit dit positif
des utilisations, j'aime pas le terme appropriation parce que c'est beaucoup plus large que ça dans leur idée, mais en tout cas des reconnaissances de collectifs sur des terres, dans un système foncier reconnu dans un mécanisme politique public. Donc, c'est presque de l'exploratoire continuel sur 30 ans pour ces outils-là. Il y a aussi des mécanismes de modalités de partage d'une ressource, particulièrement l'eau. Alors il y a eu ce qu'on appelle la charte du domaine irrigué, mais il y a aussi la façon dont dans les gros périmètres irrigués, les populations s'organisent pour gérer les périmètres. Là aussi, il y a toute la question de comment préserver ce contrat social, plutôt que commun, je préfère aller plus loin, ce contrat social qui est derrière les communs, comment le préserver, y compris sur des ressources qui deviennent exploitées individuellement dans le cadre de parcelles irriguées. Bon, tous ces mécanismes sont imparfaits, puisqu'ils essayent souvent de ménager, excusez-moi l'expression, la chèvre et le chou, hein, mais ils sont toujours conçus, même imparfaits, en s'appuyant sur deux enjeux clés, qui cette fois-ci ont été bien explicités à partir de la fin des années 90 et d'un fameux atelier à Dieille, qui ont été bien explicités, c'est-à-dire reconnaître les pratiques locales de gestion des terres dans notre façon d'imaginer les mécanismes d'accompagnement en politique publique. 1. 2. Laisser les modalités de ces mécanismes d'accompagnement émerger, dont les modalités que l'on mettra dans les mécanismes politiques publics que l'on conçoit, les laisser émerger de longues concertations en se frottant aux acteurs locaux, donc au regard du contrat social existant et de ses évolutions potentielles dans ces confrontations-là. Donc il y a beaucoup d'articles, de travaux là-dessus et voilà, donc ça c'est très important, c'est la façon de faire l'accompagnement par les différentes institutions, je vais venir, qui se sont mises sur le sujet. Ces deux enjeux-là ont été très explicites. Faites référence par exemple à l'interview de Samba Traoré qui en parle sur comment, au début des années 2000, à la fin des années 90, on s'est basé là-dessus pour réfléchir. Alors, qui a fait ça? Parce que l'élément clé aussi, c'est d'avoir des acteurs qui ont été capables de faire ces révolutions presque dans l'accompagnement public et qui ont été capables de continuer à imaginer et accompagner ça. Alors, on a parlé de la SAED. Évidemment, la SAED, c'est l'institution phare de cette vallée. Je l'appellerai plus le phénix plutôt que mammouth. Pourquoi? Parce que c'est une énorme institution qui a les lourdeurs d'une institution, mais qui, incroyablement, a été capable de prendre des virages à 180 degrés chaque fois qu'il fallait le prendre pour s'adapter et prendre en compte, puis porter les enjeux qui émergeaient comme ceux dont on parle aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément clé, puisqu'on parle de transposition possible ou de regarder dans d'autres situations. Une institution qui est capable, qui est vraiment un phénix, qui est capable de s'adapter et de repenser son organisation pour porter les enjeux qui apparaissent. L'autre institution qui a été clé dans l'émergence de ce processus d'innovation continuelle des institutions, on ne parle pas de recherche, c'est beaucoup plus recherche-action, recherche-développement, ou même plutôt développement expérimental, c'est l'université Gaston Berger de Saint-Louis, université qui est sortie d'une citadelle universitaire dans les années 90, de sa tour d'ivoire, comme peu d'universités ont su le faire dans le monde francophone, France comprise, et qui s'est mis à développer progressivement les compétences de génération d'experts qui ont diffusé, qui continuent aujourd'hui à diffuser ce dont on parle, ce mouvement d'innovation dans tout le pays, et qui ont aussi participé fortement à développer les compétences tant des experts donc que des élus locaux, que des acteurs du développement qui étaient en France et qui devaient participer activement à la mise au point de ces mécanismes. La troisième institution qui a fait sa révolution des idées pour s'y mettre sur ces mécanismes-là, c'est l'ISRA, qui à l'époque a appelé ça « passons à la recherche par la demande » et qui à la même époque, donc avec ces deux autres institutions, a lancé la dynamique de changer la posture de comment on peut accompagner, de reconnaître des communs et de comment on peut accompagner en produisant régulièrement des outils, en s'appuyant, en changeant la façon de voir, la façon d'appuyer, toujours imparfait, mais en avançant. Le troisième élément que j'ai conservé pour la fin, après le contexte local des institutions, mais qui est peut-être le plus central à creuser. Il y a eu l'émergence d'un mouvement paysan dans le delta du Sénégal dès les années 70, qui a progressivement structuré les populations locales en organisation de jeunes agriculteurs, développant leurs capacités, s'investissant progressivement dans le développement local dans les années 80, puis dans les instances politiques communales après avoir acquis toutes ces expériences à la fin des années 90, et aujourd'hui même au-delà, puisque
au niveau national, dans les organisations paysannes et même politiques, on les retrouve. C'est peut-être ça l'élément central. Au sens où c'est peut-être lui, de par la pression constante qu'il met sur les institutions, comme me le montre l'observation sur ces 30 dernières années, de par ses interactions avec les étudiants qui sortaient de l'université, avec les jeunes et moins jeunes experts qui devaient se frotter auprès d'acteurs, je dis bien se frotter parfois, y compris auprès d'acteurs qui avaient des compétences et des capacités et qui étaient capables de défendre leur contrat social, et de par même la réactivité de ces acteurs locaux pour défendre ce contrat social auprès des politiques publiques. On est aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de réforme foncière de propriété privée au Sénégal parce qu'il y a tout ce mouvement-là qui est là et qui soutient sa position de façon efficace. Et c'est peut-être ça qui a forgé progressivement tous les acteurs, tous les mécanismes de l'accompagnement à creuser, à voir qui de l'un ou de l'autre est. Mais le mouvement date des années 70. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a eu des hommes. Alors, c'est toujours difficile de savoir si les hommes sont le fruit du contexte ou ont été les éléments moteurs du contexte. Il y a eu des personnalités tout au long de ces 30 dernières années qui sont très faciles à repérer. Je vais pas commencer à lister parce que si j'en oublie quelques-unes, ça pourrait me porter préjudice. En tout cas, il y a eu des fortes personnalités qui ont été des éléments clés dans les évolutions. Alors, est-ce que c'est le produit du contexte ou est-ce que c'est eux qui ont produit le contexte? Qui de la poule ou de l'œuf, impossible à dire, enfin pour moi au moins. Mais ce sont ces éléments qui sont véritablement clés qu'on peut entraîner dans ce contexte favorable, les adaptations dont je viens de parler. Voilà, difficile de voir qu'est-ce qui peut être transposable, qu'est-ce qui peut être riche et utile pour une autre situation, entre le contexte qui existait, entre les personnalités qui ont participé et la capacité des institutions locales à avoir réellement fait leur évolution au moment où il fallait pour s'adapter à ces enjeux-là. C'est-à-dire à l'accompagnement au moment où il en a eu besoin. Et il en a encore besoin. D'ailleurs, on va continuer à en parler. Merci beaucoup, Patrick. Alors, est-ce que vous pouvez juste redonner très rapidement les 4 éléments majeurs que vous avez cités qui caractérisent la résilience des communs face aux droits positifs? C'est pour les personnes qui nous ont rejoints au milieu et puis pour que ceux qui vous ont suivis puissent bien les avoir, parce que c'est vraiment une question qui revient régulièrement. Alors, est-ce que je me rappelle? La première, c'est ça a été de faire reconnaître l'existence d'espaces en commun par des mécanismes. Ok. Le deuxième, c'est que c'est donc des mécanismes innovants pour sécuriser l'existant. Voilà. Donc tout ce qui est la partie méthodologique, la partie dont peut-être vous pensiez aujourd'hui, Madame Léonas, que j'allais parler uniquement. Mais ces mécanismes, ces outils, donc on a beaucoup de références dessus que vous avez montrées, n'ont été possibles que parce que le deuxième élément, il y a eu des acteurs clés capables de les concevoir, de les co-concevoir. C'est-à-dire pas capables de les penser eux-mêmes, mais de se mettre dans un développement expérimental continu depuis les années 90 et qui continue, avec des frictions entre eux. Donc, j'ai parlé de la société d'aménagement, j'ai parlé de la recherche, il faut parler des acteurs locaux, c'est-à-dire des communes, des leaders locaux, et tout ça continue à se frictionner et à, du coup, sur des équilibres, essayer d'avancer dans des mécanismes. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est cette histoire du mouvement paysan qui est vraiment très particulière. Au Sénégal, ça a eu lieu à cette époque-là que dans le delta et dans les zones périphériques et donc en Casamance, et qui a fait qu'en face de cette capacité montante d'accompagnement, il y avait des acteurs capables de faire bouger l'accompagnement vers des choses qui permettaient de préserver ce qui était important pour eux. Et enfin, le quatrième élément, des personnalités, mais qui sont peut-être le produit des 3 premiers éléments, ou peut-être à l'origine, dont il est difficile de parler, de trancher. Super, merci beaucoup Patrick pour ce récapitulatif. Alors, je vais me tourner vers Sidi. Si vous pouvez vous remettre votre vidéo, merci. Donc ça, c'est un travail qui a été mené, qui s'est terminé il y a à peu près 2 ans. Quel est aujourd'hui le positionnement de la SAED vis-à-vis des communs et de leur sécurisation? Est-ce que c'est encore un élément stratégique? Est-ce que elle est toujours dans un effort de partage de ce travail et de promotion de ce travail? Oui, Mathieu pourrait compléter sur certains aspects. Aujourd'hui, la SAED est toujours positionnée sur
cette problématique-là en poursuivant l'accompagnement des communes dans l'élaboration de plans d'occupation des sols. La carte tout à l'heure montre des couleurs différentes qui indiquent des PAOS qui sont établis à différentes périodes. Les zones, et il y a des PAOS qui sont prévus, c'est ce qui est en rouge. Là où les PAOS existent, s'ils sont anciens, mis en place par des projets, la SAED continue à les mettre à jour. Mais le défi le plus important, c'est celui de faire de sorte qu'il y ait l'animation, ces groupes d'animation dont Patrick a parlé, de sorte qu'on puisse appliquer ces règles-là qui ont été définies par les populations elles-mêmes. C'est un élément stratégique aujourd'hui parce que la SAED a eu récemment, enfin au cours des 15 dernières années, a vu ses missions passer de l'aménagement des périmètres irrigués à l'accompagnement pour un développement territorial au niveau de sa zone d'intervention. Et le foncier, la gestion du foncier relève des communautés, des communes aujourd'hui, les communautés rurales d'hier. Donc, pour disposer de terres à aménager, la SAED doit nécessairement collaborer avec ces communautés rurales pour avoir des mises à disposition de terres à aménager et à redistribuer par la suite aux populations locales selon des critères qui sont définis. Donc, ceci est indispensable. Cet accompagnement reste aujourd'hui indispensable si la SAED veut progresser. Un autre élément, c'est le souci quand même de la durabilité en ce qui concerne les ressources naturelles. Donc, il y a un accompagnement qui se fait dans ce sens-là avec des approches grâce au projet, par exemple, Delta, qui s'oriente un petit peu vers une valorisation de l'agroécologie. Un autre élément important, c'est que la SAED est aujourd'hui en train d'initier des programmes ou des activités pour la création de schémas communaux de développement. Donc, il accompagne un petit peu les communes dans l'élaboration de plans de développement communal en collaboration avec l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Et je dois dire d'ailleurs pour l'histoire, Patrick, tu es témoin, pour nous en 1997, quand on commençait les PAOS, on venait juste d'aborder la phase 2 de la décentralisation au Sénégal. Et pour nous, les PAOS étaient une étape vers un plan local de développement qui prenait en charge ce zonage-là de manière à ce que les investissements productifs et socio-économiques tiennent en compte ces aptitudes zonales. On avait des slides à l'époque, mais le succès de l'expérience PAOS a été tel que le mouvement est parti et nous a échappé, si on peut dire, et on n'a pas pu faire ce qui est en train d'être envisagé aujourd'hui. C'est un plan de développement communal qui prenne en compte les zonages qui existent dans la répartition future des investissements productifs ou socio-économiques. Ceci avec l'appui de l'AFD via le programme Delta. Un autre élément important, c'est que la SAED est en train également de développer des relations au niveau national pour qu'on puisse reconnaître les PAOS dans l'arsenal, disons, juridique relatif à l'aménagement du territoire, de sorte que ce ne sont plus des outils au plan local, mais qui se retrouvent dans l'arsenal. Il y a un lobbying très, très fort. Également, l'expertise de la SAED est utilisée dans d'autres régions, par d'autres acteurs, pour mettre en place des PAOS, par exemple dans la région de Thiès ou dans la zone sud au niveau du projet Tiers Sud financé par l'AFD, au niveau de la Sonagri. Maintenant, par rapport à d'autres acteurs, c'est là où c'est un peu complexe, parce que nous avons la Banque mondiale qui a, contrairement à la SAED et à l'approche soutenue par l'AFD, qui a une démarche montante qui part disons, des populations à la base pour remonter. La Banque, dans son intervention, commence par le sommet, c'est-à-dire avec le ministère de l'économie et des finances, la DGID, les services des domaines,
pour développer son approche à travers le Procasef, un projet de cadastre. Et là, la SAED ne veut pas qu'on oublie un peu son approche ou qu'on la mette en l'écart. Elle se positionne comme opératrice des activités du Procasef dans sa zone d'intervention. Donc là, ça montre quand même qu'il y a un écart, et là, Mathieu pourrait compléter, un peu dans l'approche entre la Banque mondiale qui intervient également sur ces questions foncières, sans que ce soit nécessairement une approche commune, c'est juste cadastre, peut-être utilisation ultérieurement et pourquoi pas imposition, alors que dans le cadre de la vallée, la SAED dit, bon, on a quand même des acquis depuis longtemps, on a établi des rapports de confiance avec les populations, on a éprouvé une méthode d'accompagnement, il ne faudrait pas que ce soit chamboulé. Je laisserai Mathieu compléter sur parce que il est plus au fait de certains aspects que moi. Merci beaucoup Sidi. Avant de passer la parole à Mathieu, peut-être juste une petite question en complément. Comment la SAED trouve-t-elle les ressources financières et humaines pour répondre à toutes ces ambitions? Gros problème. Gros problème, et moi en tant que PCA, ça m'interpelle aussi. Disons ce qui s'est fait au niveau de la SAED. Ça a été fait essentiellement à travers un certain nombre de projets, principalement, disons, à 90% des projets AFD et à 10% des projets de la Banque mondiale dans une partie du Delta. Et c'est cette expérience-là que la Banque a faite au niveau du Delta qu'elle veut généraliser au niveau national. Alors, les projets ont permis d'avoir aujourd'hui une 50aine de POS, en grande partie grâce à l'AFD. La bataille que mène la SAED, c'est que dans le budget du BCI, le budget que lui alloue l'État, pouvoir avoir des ressources, non pas tant pour faire des POS, mais pour faire de sorte pour que l'animation des POS puisse être faite. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de très belles cartes, des zonages bien et des règles et qui restent dans les tiroirs qui ne sont pas appliqués. Donc ça, c'est un combat que mène la SAED et c'est un combat également que nous menons au niveau du conseil d'administration pour qu'on ait une amélioration des ressources allouées à la SAED sur le budget national. Le deuxième élément, le deuxième combat que mène la SAED, c'est auprès des collectivités locales, c'est que dans leur budget, qu'ils puissent avoir quand même un certain nombre de ressources dédiées aux dispositifs mis en place pour le suivi et l'accompagnement des POS pour leur mise en œuvre. Là, c'est une question quand même qui est posée. En dehors des projets, ça rame jusqu'à ce que le combat qu'on mène au niveau de l'État et des collectivités locales puisse aboutir en termes d'allocation de ressources dédiées à ces opérations. Merci beaucoup. Alors, à présent, je vais me tourner vers Mathieu. Mathieu, donc, pour ceux qui nous rejoignent, qui est de l'AFD et qui est un expert sur les questions foncières à l'AFD et qui est basé à Dakar aujourd'hui et qui a fortement suivi tout ce travail. Moi, j'ai peut-être deux questions pour toi, Mathieu. La première, c'est du point de vue de l'AFD, comment l'accompagnement qui a été décrit par Patrick D'Aquino, qui est un accompagnement sur le temps long, a constitué une véritable opportunité pour l'AFD, mais aussi un grand défi. Donc ça, c'est la première question. Et peut-être la deuxième, en réaction à ce que vient de nous dire Sidi Sek, c'est comment l'AFD se positionne aujourd'hui et sur la suite. Merci. Merci beaucoup Stéphanie et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, peut-être quelques mots avant de plonger un peu sur les opportunités et les défis que cet accompagnement sur le temps long ont généré. Peut-être quelques éléments de présentation un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que l'AFD a mobilisé à la demande de l'État du Sénégal sur les 30, quasiment 40 dernières années, un ensemble de financements sous forme de prêts et de subventions pour accompagner ces dynamiques de développement territorial et d'aménagement hydro-agricole dans la vallée du fleuve Sénégal.
initialement, les demandes qui étaient exprimées et auxquelles on répondait avec des mobilisations de financement, d'accompagnement technique, etc., étaient plutôt sur une approche d'infrastructure rurale, de périmètre irrigué, de pistes, d'accès, etc., pour répondre à des objectifs de développement de filières et donc de production rizicole, maraîchère, etc., et qui ont évolué au fur et à mesure du développement de l'ensemble de ces approches vers des approches territoriales. Et donc, ça s'est traduit très concrètement pour l'AFD par la mobilisation de fonds par l'État auprès de l'AFD sur des montants d'un peu plus de 150 millions d'euros sur une trentaine d'années, avec des grappes de financement de projets et programmes successifs tout au long de la vallée du fleuve Sénégal qui se sont développés, j'allais dire, des années 90, et encore, il y en avait déjà avant, jusqu'à actuellement. Donc, c'est pour redonner un petit peu le contexte de cette nature-là, c'est-à-dire de cet accompagnement sur le temps long qui s'est traduit par la mobilisation de financement, par du partenariat, etc. Peut-être dans les 3 opportunités, on pourrait en lister plein, et puis ce sera l'occasion d'en discuter après, mais 3 opportunités, et puis 3 défis après. Sur les opportunités, je dirais, les premières, ça a été effectivement d'arriver à, via l'évolution de ces approches, à partir finalement, avoir un discours franc et de fond avec l'ASAED en tant que société d'aménagement, avec les autorités nationales ensuite, sur la nécessité de dire que c'est pas suffisant de mettre des fonds pour construire des aménagements hydro-agricoles et penser qu'ils vont être bien gérés, que ça va permettre de produire du riz, etc., et atteindre les objectifs de souveraineté alimentaire, mais de faire comprendre collectivement à tous que qu'il était nécessaire de partir des normes et des pratiques locales, des différents droits d'accès, d'usage et de contrôle des ressources fonciers, ressources pastorales, en eau, etc., pour permettre déjà une bonne intégration, j'allais dire fusion de ces aménagements hydro-agricoles dans les dynamiques territoriales. Et donc ça a permis effectivement un dialogue sur le temps long, de faire évoluer ces approches-là, et d'offrir du coup à l'État et à la SAED et aux communes des solutions à la fois politiques et techniques avec des différents outils pour gérer le foncier, pour repenser l'aménagement du territoire et articuler à la fois ces objectifs productifs avec des objectifs de développement social, de développement économique, intégrés dans une vision et une approche territoriale portée par les différents acteurs. Donc ça, c'est peut-être un des premiers éléments en termes d'opportunité, et donc de pouvoir construire un dialogue suffisamment dense et riche pour faire évoluer, j'allais dire, ces approches et ces accompagnements, et donc la mobilisation de financement qu'on pouvait aussi mobiliser pour accompagner ces différentes dynamiques politiques de développement agricole et aussi de décentralisation. Ça a été indiqué tout à l'heure par Sidi et par Patrick très bien. C'est-à-dire que l'opportunité a été de pouvoir développer un dialogue partenarial suffisamment dense pour finalement répondre à différentes ambitions politiques, agricoles, de décentralisation, des acteurs locaux et jusqu'aux objectifs nationaux, pour essayer que les financements mis à disposition puissent accompagner cette réconciliation ou cette articulation, j'allais dire, entre les différentes échelles. Ça, c'est peut-être le premier point, j'allais dire, important. Le deuxième, en termes d'opportunité, ça a été effectivement de pouvoir créer un niveau de confiance, d'écoute, de dialogue entre les différentes institutions, basé sur le renforcement des acteurs, le développement de mécanismes d'ingénierie sociale permettant de soutenir les acteurs économiques locaux, les acteurs institutionnels, les acteurs socio-professionnels dans une démarche globalement intégrée. Je vous parlais de la mobilisation des fonds pour accompagner ces dynamiques-là. Très concrètement, ça se traduisait par des grappes de projets ou programmes qui intègrent à la fois des objectifs en termes d'aménagement hydro-agricole pour répondre aux objectifs de production, mais aussi tout le triptyque du développement des outils, des démarches dont Patrick et Sidi parlaient, avec un triptyque extrêmement important qui était d'accompagner le développement, le déploiement de ces plans d'occupation et d'aménagement des sols, le développement d'outils, de systèmes d'information foncière
permettant aussi d'enregistrer, de sécuriser ces différents règles, droits existants sur les ressources, et de mettre à disposition des communes des petits appuis budgétaires permettant ce qu'on appelle les fonds d'appui intercommunautaires, permettant de faire vivre ces outils, comme le disait Sidi tout à l'heure, et donc de financer une partie des plans de développement communaux, des infrastructures collectives stratégiques identifiées par les communes pour faire vivre ces différents espaces. Parce qu'en fait, on ne peut pas se limiter à uniquement une approche où avoir un outil cartographique ou un recensement des droits, ça permet de faire vivre ces outils. C'est pas comme ça que ça marche, et ça démontre bien le besoin de s'ancrer sur le long terme pour justement que cet accompagnement d'ingénierie sociale et cet accompagnement institutionnel, ils permettent de faire vivre ces outils sur le long terme pour qu'ils soient utilisés. Et ça, c'est une différence majeure, justement, j'allais dire, dans les approches qui sont accompagnées par l'AFD et mises en œuvre surtout par la SAED et les communes, et ce qui est fait par ailleurs dans le cadre d'autres programmes sur la sécurisation foncière avec une vision cadastrale, comme on parlait Sidi. Ça, c'est peut-être le deuxième point. Et enfin, le troisième point peut-être d'opportunité qui a été important, que cet accompagnement a permis, ça a été de positionner finalement l'AFD comme un partenaire de longue date stratégique de l'État du Sénégal sur ces enjeux-là, pour arriver finalement à avoir un dialogue qu'on a du mal à retrouver dans d'autres pays de la sous-région, avec les maîtrises d'ouvrage avec lesquelles on travaille, avec les acteurs publics, pour évoluer d'une approche finalement de projet pilote vers une approche plus programmatique, permettant, une fois que ces méthodologies sont développées, adoptées, bien intégrées par l'ensemble des acteurs, vers une démarche plus programmatique de mobilisation des financements, et donc d'avoir des perspectives ensuite d'impact sur un dialogue de politique publique finalement plus structurante à moyen terme. Ça, je dirais que c'est trois opportunités, peut-être des défis, forcément beaucoup. Je dirais que le premier en défi externe pour l'AFD, ça a été, Sidi en a parlé juste avant, c'est-à-dire d'accompagner l'appuyer la transformation des maîtrises d'ouvrage, et donc notamment l'évolution de la SAED, pour qu'elle arrive à s'organiser pour intégrer finalement ces démarches et modes opératoires dans une vision systémique et à l'ensemble de ses agents. Et ça, c'est extrêmement compliqué en termes pour la SAED, je pense, comme pour beaucoup d'institutions en fait, de se transformer en institution apprenante, de mettre en place les parcours permettant aussi de faire comprendre, approprier, mobiliser ces démarches et ces approches par l'ensemble de ces agents, avec des turnovers importants, pour arriver à ce que ce ne soit pas uniquement dans une vision un peu court terme de projet que ce soit mis en œuvre et qu'après on oublie, quoi. Donc, et que ça devienne vraiment quelque chose d'intégrer dans les modalités de fonctionnement et de travail. Et ça, c'est tout l'objectif du programme Delta qui a démarré maintenant il y a quelques années et qui est en cours de réalisation, de mise en œuvre, et qui permet d'accompagner cette transformation structurelle, en tout cas à la demande de la SAED et des autorités publiques. Deuxième point, sur un élément interne AFD. Pour accompagner ces démarches-là sur le long terme, ça nécessite quand même, et Patrick le disait, un maintien des connaissances, des perceptions et des approches en interne AFD. Dans une dynamique où on a beaucoup de turnover dans les équipes, Patrick l'a dit, un des 4 éléments fondamentaux, ça a été d'assurer que c'est la présence des hommes et des femmes qui ont été là pendant toutes ces années pour accompagner ces démarches-là. Et le travail a permis d'illustrer vraiment le caractère crucial de la continuité de mobilisation de certains acteurs clés sur une très longue période, pour arriver à assurer un niveau de confiance et de dialogue suffisamment fort avec les autorités nationales et locales, arriver à toujours construire en fait sur des nouvelles démarches et aborder des nouvelles thématiques. Typiquement, si on part des premiers programmes PACR au début des années 2000 jusqu'à maintenant, il y a eu d'abord des enjeux de travail sur le foncier, sur les aménagements du territoire avec le POS, donc développer tous ces outils. Après, sur le développement économique porté par les acteurs du territoire. Aujourd'hui, les enjeux de sécurisation du foncier pastoral sont extrêmement prégnants, et ça interpelle aussi tout le monde, et la SAED au premier lieu, et les communes de l'ensemble de la vallée.
Donc, il y a un enjeu à garder cette mémoire collective et à construire finalement sur les réalisations au fur et à mesure. Et ça, c'est un défi qui nous interpelle en tant qu'AFD pour arriver à maintenir ce niveau de dialogue, d'expertise et de continuité. Et enfin, le troisième défi, j'allais dire, c'est quand même de passer de l'action locale à l'évolution des politiques publiques au niveau central portées par les ministères. Où en fait, c'est toujours, en tant qu'AFD, on ne va pas apprendre aux autres que la relation entre une agence et sa tutelle peut parfois être un peu tumultueuse et pleine de rebondissements. Mais c'est aussi le cas entre la SAED, les communes et le niveau central avec les différents ministères, ministère de l'Agriculture, ministère de la Décentralisation, le ministère des Finances et du Budget. Donc, il y a un travail institutionnel de longue date qui a été mené avec la mise en place de comités de suivi des lettres de mission de la SAED impliquant les différents ministères et permettant aussi de s'accorder avec les ministères des Finances, le ministère de l'Agriculture sur les fonds mis à disposition par l'État, sur les engagements en termes de fonds de maintenance des infrastructures, de planification stratégique. Et ça, il y a de nombreuses réalisations, mais ça reste encore aujourd'hui un défi pour assurer un peu, j'allais dire, la pérennisation et la continuité de ces approches-là. Donc voilà, peut-être je ne vais pas être beaucoup plus long sur comment est-ce que l'AFD se positionne dans tout ça. Bien évidemment, dans une volonté de perpétuer, de continuer ces accompagnements-là. Ça s'est traduit encore l'année dernière, en 2024, par la mobilisation de financements très importants par l'État du Sénégal vis-à-vis de l'AFD pour accompagner ces démarches dans la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi dans le Sénégal oriental, puisque ça a démarré depuis quelques années dans les zones de Tambacounda, Kédougou, Vélingara, Kolda, et on voit bien d'ailleurs qu'en fait les enjeux sont interconnectés dans un contexte de changement climatique avec les évolutions de déplacement du bétail, des enjeux de gestion de l'eau tout au long de ces différentes zones. Donc c'est important d'avoir cet arc finalement continu dans l'ensemble de ces territoires pour que les approches intercommunales puissent aussi se déployer. Donc c'est un partenariat qu'on espère continuer à fructifier pendant de longues années. Voilà, merci. Merci beaucoup Mathieu. On arrive petit à petit vers la fin de ce webinaire. Alors on a essayé de prendre déjà un certain nombre de questions. Ce qu'on vous propose avec Virginie, c'est de prendre 3 questions qui sont encore posées, une pour chacun d'entre vous, et vous aurez, si c'est possible, 2 petites minutes pour répondre, vous donner d'abord des éléments. C'est un exercice en soi. Donc Virginie, je te laisse la parole. Merci. Et on est désolé pour les participants, on ne pourra pas répondre à tout. Merci. Oui, merci beaucoup et désolée pour ce tri volontairement très sélectif. Du coup, peut-être Sidi, une question pour vous qui était dans une question liée à l'accès au foncier. Et quid de la situation notamment des jeunes et des femmes aujourd'hui dans l'accès au foncier décru ou irrigué? Oui. Cette question, elle est à l'ordre du jour. Tout le monde essaye de la pousser. Il y a même des projets des aménagements dans lesquels il y a un quota de X% qui est réservé à des femmes et il y a des projets spécifiques qui sont réservés à des jeunes. C'est qu'il y a un combat à mener parce que dans le système traditionnel, c'était des systèmes patrilinéaires et plutôt gérontocratiques et la femme n'héritait pas de la terre puisque c'est une possession collective. Quand elle se marie, c'est une portion du patrimoine familial qui va chez son mari. Donc là, ce sont des pesanteurs historiques, socio-traditionnelles. Et les jeunes ne pouvaient accéder à la terre qu'une fois mariés et le doyen du lignage leur recevait une parcelle pour qu'ils puissent faire vivre leur famille. Donc, c'est une question qu'on retrouve dans tous les projets, dans tous les discours. Améliorer l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Parce que nous avons hérité d'une situation traditionnelle où elles étaient, disons, marginalisées, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, le focus est mis dans tous les projets sur la nécessité d'inclure des jeunes et d'inclure des femmes pour contrebalancer un petit peu cet héritage traditionnel. Merci beaucoup, Sidi. Patrick, on a beaucoup parlé de ces POAS, de leur élaboration. Peut-être une question du coup que je relais sur l'animation de ces POAS
et de la prise en compte ou de leur de la prise en compte des inégalités sociales, politiques et financières entre les différents ruraux. Celle-ci ne perturbe-t-elle pas, excusez-moi, l'animation de ces POAS? Ouais, bien sûr, nous sommes dans une situation réelle. On n'est pas, comme je dis, tous les outils sont imparfaits. Et de toute façon, dès qu'on fait un débat ou un atelier participatif quel qu'il soit, on a ces relations-là. Tout l'enjeu du POS, du POS même au-delà, j'y reviens, c'est pour dépasser cela, et c'est tout au-delà du POS, même des discussions quand il y a de l'affectation des parcelles irriguées dans les grands périmètres irrigués, c'est de mettre en avant ce que moi j'appelle le contrat social et qui est vraiment porté par tous, au-delà de leurs tensions et de leurs conflits. Comment on peut s'entendre pour continuer à vivre ensemble et pour que nos enfants continuent à vivre ensemble. Ça paraît des questions très angéliques comme ça, mais c'est le centre et donc de les laisser eux réfléchir à quelle est la meilleure façon de progresser là-dessus. Alors, je prenais juste, Feu Seydou Camara a écrit un article, on l'a aidé à écrire un article qu'il faut retrouver, qui est très très bon, sur comment il a réussi à faire avancer, et Sidi parlait des histoires de genre, comment il a réussi à faire avancer sur un grand périmètre irrigué mis en place par la Sahel, pardon, comment il a réussi à faire avancer l'affectation à des femmes. Non pas par des critères identifiés dans les projets au départ sur 30% avec des critères, vous savez, de questions de genre, mais en donnant la question au collectif des anciens, au collectif des notables qui devaient gérer qui était le partenaire pour l'affectation des terres, dit voilà, aujourd'hui, on doit quand même penser à donner plus, comme vient de dire Sidi Sek, aux femmes. Comment vous voyez une répartition qui permet aux femmes d'accéder à plus de terres? Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de solution préconçue, il n'y a pas de mécanisme préconçu, mais l'approche qui est développée dans la vallée à ce sujet-là, qui est de laisser les gens par rapport à leur contrat social et à l'évolution qu'ils acceptent, qu'ils portent de leur contrat social, par exemple sur les questions de genre et sur l'accéder aux jeunes, comment progressivement, évidemment, pas à pas, on peut faire évoluer les choses comme ça. Donc, il n'y a pas de solution technique, il n'y a pas d'outil magique. Moi, j'aime bien le mot posture. Il y a une posture vis-à-vis de la façon dont les gens s'organisent et à les considérer comme des acteurs capables d'évoluer par eux-mêmes et de trouver les meilleures adaptations par eux-mêmes et en gardant des inégalités parce que nous sommes dans la réalité. Voilà. Oui. Je peux? Oui. Oui, Sidi. Bon, moi, je résumais souvent quand on dit ça, on est dans l'accompagnement. Et en Wolof, on dit Kuy gunge di juuti. Celui qui accompagne ne passe pas devant. Pour moi, ça résume tout. Il reste toujours en dialogue avec les gens. Hein? Si le dialogue le permet de bifurquer dans l'itinéraire, ok. Si le dialogue ne permet pas, on continue dans la ligne tracée par les gens. Celui qui accompagne ne passe pas devant. Il reste en discussion avec les autres. Merci Sidi. Et peut-être dernière question pour finir, et vous, parce que le temps nous est compté. Mathieu, tu vas avoir une lourde tâche devant toi de répondre en 1 minute pour laisser juste derrière un mot de clôture. On a beaucoup parlé de l'AFD, de son positionnement justement par rapport aux autres acteurs publics et financeurs sur les questions foncières ou sur ces différentes approches d'outils d'aménagement du territoire. Donc, est-ce que tu peux nous résumer très, très succinctement justement comment l'AFD se positionne et réussit à se positionner par rapport à ces autres acteurs? Merci, effectivement, c'est un peu complexe. Non, en termes de, je pense que premièrement, l'AFD a quand même investi très fortement depuis maintenant les années 80, début des années 90. Sur la thématique foncière et entre guillemets, peut-être la coopération française et l'AFD après ont eu la compréhension de ne pas mettre ce sujet sous le tapis et de dire que beaucoup ont pensé que c'était trop complexe et qu'il fallait pas s'y pencher, etc. Et en fait, il y a eu ce qui nous a donné peut-être maintenant aujourd'hui un peu d'antériorité sur les réflexions et sur la définition finalement d'un corpus idéologique partagé avec beaucoup d'acteurs de professionnels, de la recherche, de la société civile, francophone à l'international, et puis développer un corpus d'outils en interne
qui permet de traiter ces enjeux-là. Deuxièmement, c'est une acceptation de la complexité des processus et donc nécessairement de la complexité des approches à déployer. Et ça, je crois que c'est un élément peut-être différenciant entre l'AFD et d'autres partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire d'accepter et d'intégrer cette complexité-là comme nécessaire pour in fine atteindre permettre que les financements mobilisés par nos partenaires permettent d'atteindre leurs objectifs. Donc ça, je crois que c'est aussi un élément important, et donc d'arriver à dimensionner des propositions de financement qui permettent d'aborder ces enjeux-là. Et puis voilà, une réflexion tout le temps de reconnaître la pluralité des dispositifs institutionnels et juridiques existants, la pluralité des normes, une démarche, comme l'a dit Sidi, de repartir du terrain pour structurer finalement des outils, des démarches, co-construire avec les acteurs locaux en s'impliquant et en se mobilisant ces outils, démarches et processus qui ensuite peuvent alimenter les politiques publiques, et pas penser que le dialogue de politique publique, ça se fait uniquement à Dakar, à Bamako, à n'importe où dans les capitales, et que ça va s'imposer localement. Donc ça, je pense que c'est un élément qui a été fortement intégré, qui est exigeant en termes de démarche intellectuelle, en termes de démarche méthodologique, en termes de structuration de projets, de financement, mais qui fait, in fine, je pense, la différence dans le dialogue partenarial qu'on a avec les différents pays. Et aujourd'hui, on le ressent dans le dialogue qu'on a avec les ministères de l'Agriculture au Sénégal, avec la SAED, avec sa petite sœur la Sodagri, avec l'ensemble des partenaires. Les gens font encore référence aujourd'hui dans le dialogue national au programme type comme le PACR, qui était un petit financement en subvention de 5-6 millions d'euros qui a été mobilisé par l'AFD au début des années 2000 pour accompagner les communes dans le développement de leur stratégie foncière. Et donc ça a été vraiment de prendre du risque et d'accompagner ces démarches des acteurs locaux. Merci Mathieu. Je vois que l'heure malheureusement est arrivée. Je voulais vous remercier tous pour votre participation à cette conversation de recherche. Et évidemment, j'adresse de très chaleureux remerciements à tous nos intervenants, Patrick Daquino, Sidi Sek, Mathieu Bosch, sans oublier également Vatché Papazian qui a largement contribué aux résultats de cette recherche. En tous les cas, on voit que cet accompagnement et cette intervention dans la vallée du fleuve Sénégal montre qu'un appui sur le temps long, et c'est très souvent revenu dans l'ensemble de ces conversations, produit des mécanismes d'influence durable sur les politiques publiques qui accompagnent le développement. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie à toutes les ressources qui ont été mises dans le chat, et je vous invite évidemment à retrouver l'ensemble des vidéos produites sur le site internet dont la référence vous a été également communiquée dans le chat. Et je vous rappelle que cette conversation de recherche sera disponible en rediffusion sur le site internet de l'AFD. Sachez également que d'autres publications sont en cours de réflexion, tant sur la dimension de recherche que sur une valorisation plus opérationnelle de ce travail. Donc, on vous communiquera également ces références une fois qu'elles seront produites. L'ultime mot pour remercier une fois de plus Delphine Constant-Perrier et Sylvie Auric pour leur appui logistique à la tenue de cette réunion. Voilà, et je vous remercie encore une fois tous de votre participation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.